Et Benjamin, je te laisse la parole. Très bien, merci. J'espère que vous m'entendez toutes et tous bien. Déjà, merci de me recevoir en distanciel, hein. Je m'excuse de ne pas pouvoir être présent avec vous aujourd'hui. Donc, on va essayer de faire avec. Donc, Benjamin Rochetin, je suis doctorant au LAET, Laboratoire Aménagement Économie euh, Transport à Lyon. Donc, j'ai débuté une thèse. Donc, je devrais. Est-ce que je peux vous partager mon écran? Est-ce que vous avez quelque chose pour pouvoir visualiser, si je vous le partage. Oui, on va pouvoir. Comme ça me permettra de me le présenter en présentant mes travaux de recherche. Ça sera bien aussi. Normalement, ça devrait être. Les accès sont bons. Du coup, faut juste Les cliquer sur accès sont verts. bas. Partager en bas de ton écran. Ok, très bien. Ouais, ça a l'air Là, bien. par exemple, ça fonctionne. Très bien. Ouais, donc là, j'ai proposé une communication sur comment poser, en tout cas, comment est posé le problème des mobilités par, par différents acteurs qui sont investis de la question de manière plus ou moins récente. Je travaille sur une thèse depuis maintenant un an et demi sur la question de la socialisation, mobilité, la question des changements des pratiques au cours de la vie, avec une perspective d'étude des trajectoires biographiques des habitants des territoires ruraux. Voilà pour la présentation. J'enchaîne avec la présentation. Je laisse Mathieu Ouais. se présenter. Non, on va faire en fait, si Mathieu, ça ne te dérange pas, on va faire ta présentation, Benjamin. Et bah très bien. Et bah dans ce cas-là, j'enchaîne tout de suite. On va essayer de respecter le timing. Ma présentation va se dérouler en trois parties. J'espère que vous voyez les slides se défiler. Je vais Oui. vous faire un petit état des lieux de ma recherche, des méthodes que j'utilise. Et puis après, j'ai posé deux questions principales. Je vais vous proposer une étude de littérature grise, c'est-à-dire une étude des rapports, d'études diverses qui ont été proposées récemment sur la question des mobilités rurales, qui a connu un certain essor et une certaine profusion ces dernières années de manière assez très récente. Et puis ensuite, je vais essayer de rapprocher la manière dont le problème mobilité est posé dans ces rapports avec mes territoires d'études que je vais vous présenter plus spécifiquement en, euh, juste ensuite et voir comment cette mise en récit du problème mobilité va ensuite être mise en œuvre par les acteurs locaux sur les territoires, sur mes deux territoires d'études. Donc, une recherche sur les mobilités. Alors, je vais passer assez rapidement sur le contexte général, hein. Voilà, simplement, ma thèse s'inscrit dans un projet plus large, un projet de recherche et développement qui s'appelle Mobipart, qui vise à réfléchir en fait à proposer un nouveau service de mobilité dans les territoires dits ruraux ou en tout cas peu denses, qui viserait à mettre en synergie l'ensemble des offres de mobilité nécessaires. C'est-à-dire que le problème classique qui revient assez régulièrement lorsqu'on pense mobilité rurale, c'est un problème d'offre, c'est-à-dire une faible offre de services d'offre de mobilité, de transport. Et l'idée, c'est en les faisant fonctionner ensemble, donc du transport type covoiturage organisé en ligne, bus ligne régulière ou bus à la demande, en les faisant travailler ensemble, proposer un service plus dense, permettant à la fois de proposer des alternatives de mobilité aux personnes qui ne seraient pas motorisées et surtout permettre aussi aux personnes qui le souhaitent de, de se démotoriser, en tout cas en partie, pour pouvoir diversifier leurs pratiques de mobilité. Euh, Moi, je m'inscris dans cette enquête sur deux points. Donc, c'est une enquête qui est toujours en cours. Ça se font des résultats qui seront, comment dire, encore en cours d'analyse, encore en cours de construction, hein. Les résultats les plus récents que je vous proposerai datent de ce matin, parce que j'ai pu avoir encore quelques entretiens ce matin. Ils continuent d'alimenter les réflexions que je vous présente aujourd'hui. C'est une méthode dite mixte, c'est-à-dire que je mobilise à la fois des données quantitatives qui sont en cours de diffusion, des questionnaires qui interrogent la manière dont les choix de mobilité se font dans les territoires ruraux, et puis
des enquêtes par entretien, donc plus classique. Donc entretien semi-directif auprès d'acteurs publics locaux, c'est ce que je vais mobiliser aujourd'hui, mais aussi des entretiens biographiques menés avec des habitants des territoires ruraux afin de comprendre déjà d'où ils viennent et puis ensuite comment se sont construites leurs habitudes de mobilité, leurs pratiques de mobilité quotidienne dans leur territoire de vie. C'est également une enquête multisituée, c'est-à-dire que j'ai 2 sites d'études que j'ai essayé d'anonymiser. Vous verrez, il y a un territoire qui était plus facile à anonymiser que l'autre. Je pense que le second, celui d'Isère, on devinera assez rapidement, de quel territoire je parle, en tout cas de quel type d'acteur. Mais en tout cas, voilà, 2 territoires d'études, donc Vendée, Isère. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont des territoires qui sont assez différents. C'est-à-dire que ce sont des territoires, ruraux, certes, mais des territoires qui ont à la fois donc une autorité organisatrice des mobilités, une AOM différente. Dans le premier, c'est une communauté de communes. Dans le second, c'est un syndicat mixte des mobilités, donc une structure de PCI, plus grande qui couvre, à la fois une métropole, une communauté de communes et une communauté d'agglomération. Donc on est sur des, morphologies, aussi particulières. En Vendée, on est sur du littoral, du bocage, des marais, donc un territoire relativement plat et étendu, alors qu'en Isère, on est sur plutôt des morphologies de vallées, de montagnes, telles que plaines, en tout cas beaucoup plus vallonnées et donc avec des contraintes de mobilité beaucoup plus importantes en termes de gestion, des flux. Et aussi en termes de centralité, parce que c'est vrai qu'on a tendance à penser mobilité en termes de bassins de mobilité et souvent ces bassins incluent, des centralités ou en tout cas des pôles de proximité où on va retrouver différents services, pôles d'emploi. Ici, en Vendée, le territoire que j'interroge la centralité principale est une petite ville, même si en réalité, c'est un territoire qui est encadré par 2 centralités, plus importantes, une au nord, une au sud, notamment notamment La Rochelle pour pas la citer et donc avec des mobilités aussi, supra, territoires qui sont, importantes. Enfin en termes de densité de population, là aussi, on n'est pas tout à fait sur les mêmes types de territoires parce que le premier en Vendée, on a environ, 59 habitants par kilomètre carré, là où en Isère, on est quand même sur des territoires relativement avec des densités, plus diversifiées et plus importantes avec, en moyenne 152 habitants par kilomètre carré. Et pour le moment, le nombre d'acteurs que j'ai rencontrés, donc c'est une dizaine de techniciens en Vendée et 4 techniciens à ce jour, en Isère. Et donc avant, vous parler, plus précisément de mes réflexions, je voulais vous faire une petite aparté sur l'état des connaissances, en tout cas un très rapide état des connaissances sur les mobilités rurales, hein. Je pense que vous avez déjà pu en avoir dans la matinée, au cours de la matinée. Ici, ici j'entends par mobilité rurale, c'est des questions qui sont aussi émergentes dans la littérature scientifique, bien évidemment, même si elles sont récentes. Et je me posais la question de est-ce que les mobilités rurales étaient encore impensées? Car c'est vrai que l'étonnement que je pouvais avoir en tant que doctorant en arrivant sur ce sujet, c'est vrai que lorsque j'ai tendance à lire de la littérature sur les mobilités rurales, il y avait toujours cette réflexion de c'est un objet qui est en cours de définition, qui est en cours d'émergence, et où en fait, j'arrivais à un moment aussi à une production de plus en plus intensive de la littérature scientifique sur le sujet. Et ce qui m'a permis donc d'essayer d'entamer une première pensée de comment cette question a été posée, notamment au tournant des années 2000, 2010, 2015, avec une mobilité qui est comprise en fait dans l'étude des modes d'habiter dans des territoires ruraux et périurbains, et notamment dans les rapports à la ville, puisque les modes d'habiter supposent en fait des territoires où on va se déplacer, on se déplace différemment. Et donc ça va faire émerger notamment des typologies sur la manière dont les habitants de ces territoires vont venir accéder à des espaces plus ou moins lointains. Plus récemment, se posait la question de la transition mobilitaire, notamment dans un contexte que j'imagine vous connaissez, toutes et tous, notamment, le mouvement des gilets jaunes, mais j'y reviendrai, mais aussi la crise sanitaire du Covid-19 qui ont, été des moments importants pour repenser la question des mobilités dans les territoires ruraux. Avec une question de transition énergétique, donc, de avec une question centrale qui va être, celle de la dépendance à la voiture. Car évidemment, les territoires ruraux sont des territoires qui sont particulièrement, concernés par, une très forte, part modale de la voiture individuelle dans les déplacements du quotidien. Ce qui a notamment, en 2021 tenu, lieu d'un colloque, organisé en partie par Yoann Desmolly, qui interrogeait la question de, la dépendance à la voiture hors des centres urbains.
Ce qui va m'emmener à la question finalement, fil qui va animer ma communication, qui est la mobilité rurale, un problème public, source de clivage. En tout cas, est-ce que la question de la mobilité rurale, de par son réinvestissement par différents acteurs, a-t-il conduit à définir un nouveau problème public? Et donc, je m'interroge, donc je vous propose une petite frise où on va suivre les différents rapports et autres documents que j'ai pu rencontrer au cours de ma recherche et des différents événements. Évidemment, l'événement déclencheur du moment des Gilets jaunes, où la question de la mobilité était assez centrale dans les revendications, déjà parce qu'il débutait à partir euh, d'une critique d'une taxe sur le prix du carburant, mais aussi sur diverses mesures, notamment de réduction des vitesses ou de contraintes générales sur la hausse des niveaux de vie, donc une crise du pouvoir d'achat. Euh, le moment des Gilets jaunes a été l'occasion donc d'ouvrir un grand débat. Un grand débat qui a fait émerger plusieurs questions, dont une question des mobilités, avec et plus particulièrement aussi une question de la ruralité au sens large, et ce qui a conduit donc en fait à une opportunité à faire pression. Donc il y a une double pression en fait qui a conduit à l'apparition d'un agenda rural, à la fois une pression par le bas poussés par des acteurs locaux qui se sont investis, des revendications que pouvait porter le mouvement des Gilets jaunes, et aussi une pression par le haut, puisque au même moment, le Parlement européen euh, propose un agenda rural européen. Et à la jonction des deux, cet agenda donc, rural français émet des propositions, une série de propositions, 200 propositions pour les ruralités, hein, donc pas uniquement pour les mobilités, qui vont servir de feuille de route, notamment pour l'élaboration d'une loi qui va être assez importante par la suite, la loi LOM, la loi d'orientation des mobilités en 2019, qui va notamment renouveler la gouvernance des territoires ruraux et mettre fin à ce qu'on appelle les zones blanches, les AOM, c'est-à-dire que le territoire n'était pas entièrement couvert par une autorité organisatrice des mobilités. Et ici, c'est et voilà, la LOM met fin à ces événements-là. Juste avant la LOM, évidemment, la crise sanitaire qui a aussi été un moment important avec un mouvement de retour à la campagne et l'apparition du télétravail, en tout cas pas l'apparition, mais en tout cas une accentuation du phénomène de télétravail. Et à la jonction de ces différents événements intervient un rapport sénatorial, le rapport Jacquin, qui vient poser finalement une première définition de ce que sera le problème mobilité tel qu'il sera défini à l'échelle de l'État et qui est la manière dont il va aussi se déverser dans les territoires. Déjà, ce rapport Jacquin, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a assez peu de références au mouvement des Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'il va plutôt s'appuyer sur le moment de la crise sanitaire et notamment d'une interrogation assez centrale, c'est-à-dire une interrogation concernant ce retour à la campagne, avec donc une arrivée de nouvelles dynamiques démographiques qui rebat en fait la question des mobilités, des rapports entre les villes et les campagnes. Et c'est ce qui vient mettre en avant cette question de dépendance à la voiture, car oui, ces nouveaux arrivants à la campagne euh, vont être dépendants de leur automobile pour pouvoir se déplacer au quotidien. Ce qui pose question, et ce qui pose question notamment sur l'impact environnemental de ces types de mobilité-là, notamment dans une logique de décarbonation d'un secteur, d'un secteur qui est particulièrement émetteur de gaz à effet de serre. Et donc, ils vont apporter de premières solutions. Une première solution, oui, mais aussi mettre en avant un contexte qui est particulièrement contraignant pour les mobilités des territoires ruraux. Euh, Déjà parce que financièrement, ça a toujours été une question qui a été compliquée, notamment parce que il y a des inégalités assez fortes entre les territoires ruraux, parce que les politiques mobilité sont notamment financées par le versement mobilité, payé par les entreprises. Or, les entreprises ne sont pas présentes de manière égale sur l'ensemble des territoires ruraux. Il propose, entre autres, de compenser avec une taxe sur les énergies, dont j'ai oublié le sigle,
vous me pardonnerez, qui permettra aussi de financer ces politiques-là. Mais de manière générale, et ce rapport axe sur le coût assez fort pour les pouvoirs publics de financer des mobilités, notamment collectives, dans ces territoires-là. Et donc, vont commencer à proposer des alternatives à l'automobile qui sont plutôt sur des formes de nouveaux usages de l'automobile, notamment le covoiturage et l'autopartage, qui sont perçus comme des solutions à moindre frais pour les collectivités territoriales. Ce qui peut poser un certain nombre de questions, mais nous pourrons y revenir si j'ai le temps, parce que le temps défile. Ensuite, nous allons avoir 3 rapports qui vont être intéressants et je vais essayer d'y passer assez vite, même s'ils sont, je trouve, assez évocateurs, car ils ont été assez médiatisés. Donc une étude Terram, l'étude Terram et le rapport Destin commun, en fait, sont issus sont portés par une même association, qui est l'association Rura, ex Destin d'avenir, oui, c'est ça, qui en fait montre la mobilité comme étant un obstacle. C'est-à-dire, le problème n'est pas tant la dépendance à l'automobile, le problème n'est pas tant environnemental, il est surtout social. C'est-à-dire que la mobilité, de par la manière dont elle est organisée, de la manière dont elle se construit dans les territoires ruraux, génère des formes de renoncement euh, pour certaines populations, notamment les plus vulnérables, ici dans ces 2 premiers rapports, notamment les jeunes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont médiatiser ce problème des mobilités rurales, notamment en montrant que cette fracture territoriale a des impacts, notamment des impacts sur le vote. Et ils vont expliquer notamment la source du vote du Rassemblement national dans les territoires ruraux, en montrant à travers leur enquête qui a été diffusée par IFOP, que en fait, plus les distances parcourues quotidiennement sont importantes, plus le vote chez les jeunes du Rassemblement national est important. Et donc, ils montrent que ces inégalités de fait géographiques et sociales produisent assez directement des conséquences, notamment en termes de répartition électorale. Euh, et ce qui est intéressant aussi à noter, c'est que notamment dans le rapport du Secours populaire, qui est un rapport qui n'est pas seulement porté par le Secours populaire, mais en fait par un assez grand nombre d'associations qui s'investissent dans les territoires ruraux et qui ont pris en charge, par l'absence justement de politique publique, la question des mobilités, notamment du transport solidaire. Et ils mettent en avant que la dépendance automobile, en fait, n'est pas une fatalité, contrairement à ce que pourrait le laisser penser encore ces rapports du Sénat ou l'agenda rural qui montrent que sans la voiture, il est assez difficile de se déplacer dans les territoires ruraux et que pour résoudre le problème de mobilité, il faut aussi, non, faut aussi continuer d'investir dans la voiture, notamment dans l'aide au passage du permis de conduire. Là où le rapport Secours catholique est un peu plus nuancé et parle plutôt d'aménagements historiques, structurants, qui ont de fait euh, généré cette dépendance automobile. Mais que finalement, cette dépendance, elle est aussi le fait de choix politiques. Et par définition, elle peut aussi aboutir à des choix différents si on change de cadre, de référentiel de politique publique. Et pour finir sur ma frise, je ne sais pas si j'aurai le temps de parler de la suite, mais à la limite, moi, je laisserai ouvert à la discussion. Euh, un rapport du Conseil scientifique France Ruralité qui réunit un certain nombre de chercheurs, qui s'est réuni pour un premier rapport en juin 2025, donc tout récemment, qui vise à finalement poser les bases, à poser la question des mobilités dans les territoires ruraux. Alors pas seulement la question des mobilités justement, mais les mobilités ils sont assez présentes en fait, puisqu'il s'agit d'un problème central. Et ce rapport a pour objectif de venir éclairer la décision publique. Donc là encore, on voit bien le lien qu'il y a entre cette production alors, scientifique, aussi intellectuelle, de créer de nouveaux référentiels pour venir questionner cette question de la mobilité rurale, et notamment au travers de deux sujets, à la fois la question du coût résidentiel, c'est-à-dire que il y a des inégalités socio-économiques assez fortes de l'accès à la mobilité, et aussi des enjeux de développement locaux, parce que ces enjeux de mobilité posent des questions en termes de transition écologique, notamment, et que cela pose aussi des questions en termes de gouvernance de ces politiques. Donc, je vais peut-être pas avoir le temps de faire ma partie 2 parce que je suis déjà à 17 minutes de parole. Donc, ce que je peux vous proposer, c'est plutôt d'ouvrir la discussion. Bah, oui, je pense qu'on peut faire comme ça, puisqu'il y avait des demandes en ce sens. Donc, est-ce que vous avez des questions, réactions
par rapport déjà à ce que présente Benjamin et aussi la manière dont peut-être les politiques ou les observateurs définissent la question de la mobilité dans les milieux ruraux. Ouais, ouais, je vais vous demander de... Séraphin Elie. Merci pour cette première partie de présentation du coup. Euh, J'avais une question sur la manière dont les problématiques sont formulées sur l'angle de la mobilité, souvent sous un angle environnemental, alors que ça se réduit pas à ça, et où du coup ça renvoie aussi à la question de l'exemplarité d'un discours surplombant, donneur de leçons, tout ça, et notamment sur les questions dans l'opposition urbain-rural, sur les mobilités au sens large, où il y a la question de enfin, ce qu'on appelle l'effet barbecue, où voilà, quand on est à la campagne, on prend sa voiture au quotidien, alors que quand on est en ville, peut-être qu'on se déplace au vélo, mais on part en week-end en avion. Et donc, alors que quand on est à la campagne, bah voilà, on a un jardin et on profite de son jardin chez soi. Et à la fin, le bilan carbone des uns est peut-être pas si catastrophique par rapport à celui des urbains sur le plan des déplacements. En tout cas, est-ce que c'est des choses qui sont revenues dans les entretiens et dans la manière dont les politiques publiques sont perçues, sous un angle de on nous engueule à prendre la bagnole, mais finalement, c'est pas si catastrophique que ça, quoi, en voyant vers une exemplarité de ceux qui se prétendent ou qui sont perçus comme donneurs de leçons. Alors oui, en fait, la question environnementale qui est posée est posée en fait à des assez hauts niveaux de définition du problème public, parce que c'est aussi effectivement un enjeu national de réduction des gaz à effet de serre. Or, en fait, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, la question de la mobilité, selon qu'on soit urbain ou rural, en fait, se pose en termes de contraintes. C'est-à-dire que les mobilités polluantes rurales, ce sont des mobilités qui sont contraintes de fait pour accéder à l'emploi, pour accéder aux services, avec un éloignement de plus en plus important des services, aussi avec une logique de rationalisation et de réaffectation de certains services de proximité dans les centres urbains. Et donc, la question se pose sur est double, à la fois d'accessibilité et à la fois de contrainte à la mobilité qui produit des formes déjà d'autocensure. C'est ce que notamment produit ces fameux rapports sur la jeunesse rurale, en disant que la jeunesse rurale, en fait, elle est faite de euh, 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 comment dire d'abandon parce que on n'a pas accès à l'ensemble des ressources qu'on peut avoir en milieu urbain. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que la manière dont ont été construits les référentiels politiques pour penser les mobilités rurales, ils ont été plutôt, enfin, en réalité, en continuité avec les référentiels précédents. C'est-à-dire plutôt en termes de développement économique des territoires et plutôt en termes de développement de désenclavement, mais de l'ensemble du territoire. C'est-à-dire que ce qui était étonnant dans le rapport, par exemple, l'agenda rural, c'est que dans les propositions mobilités qui ont été faites, c'était la création notamment de lignes aériennes. De lignes aériennes entre Paris et Brive, de lignes aériennes entre Paris et Castres. Ce qu'on pourrait penser plutôt être à contre-courant finalement des enjeux, notamment environnementaux, des mobilités, y compris des mobilités rurales. Et puis, ça fait partie comment dire, du cadre développement économique, quoi. Et c'est en fait, c'est le lien qui est très souvent fait, et c'est aussi l'entrée que j'ai dans les territoires, c'est-à-dire que à partir de quand est venue se poser réellement la question du problème mobilité, parce qu'en fait, jusqu'à encore très récemment, c'était un problème qui était plutôt impensé par l'action publique locale, hein, que ce soit par les élus locaux ou par les services techniques, et pas forcément dans les services à chargé de mission qui traitaient des questions de mobilité au sens large parce que c'est des compétences qui étaient plutôt dévolues au département ou à la région, même si les communes ont toujours eu des compétences en termes de voirie. Et, euh, et donc, en fait, pendant très longtemps, c'était une question impensée. Et donc, comment on est rentré dans la problématique mobilité? Et ben, en fait, c'est souvent par d'autres thématiques, notamment l'accès à l'emploi. En Vendée, c'est particulièrement présent, où c'est parce qu'on a à la fois une crise du logement, c'est-à-dire une difficulté à venir se loger, donc, et des entreprises qui sont venues s'installer sur le territoire, et donc la nécessité pour ces entreprises de venir recruter.
et de venir recruter de plus en plus loin. Et donc, et voir au-delà du périmètre d'action de la collectivité en charge des mobilités. Et donc, la question de mobilité, c'est porté sur ces thématiques-là, en fait. La thématique du logement, la thématique de l'emploi. En Isère, c'est un petit peu différent parce que c'est un syndicat mixte qui est plutôt centré sur des problématiques qui sont initialement urbaines et donc on transposait ces thématiques urbaines sur les territoires ruraux. Et en fait, il y a eu une forme de rattrapage progressif de thématiques qui étaient en fait rurales, mais qui n'étaient pas adaptées à ces référentiels urbains. Je pense notamment à la question du transport des enfants, du transport scolaire, et la question, encore une fois, de l'accessibilité des entreprises, qui est toujours un enjeu assez difficile à saisir pour ces territoires peu denses.